Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. On parle de la localité de Bunagana qui n'est pas entre les mains des terroristes M23. Selon les dernières informations des FARDC, seulement des obus ont été tirés en direction et ces bombardements ont fait 2 morts, tous des écoliers âgés de 7 et 11 ans. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu dresse les bilans de ces bombardements considérés comme un crime de guerre. Propos recueillis par Jean Punjonji. Les derniers bombardements de l'armée rwandaise sur Bunagana il y a 48 heures sont qualifiés sans commune mesure de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils ont fauché 2 élèves d'une école partiellement détruite. Ces écoliers étaient âgés seulement de 11 et 7 ans. Le commandement militaire de la province du Nord Kivu est serein et pense que ces actes de trop ne resteront pas sans représailles. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, le bilan encore provisoire est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishak Kamapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. L'agression du M23 continue à résister dans la partie est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, les analystes politiques nous parlent de l'axe que doit prendre la RDC pour mettre fin à cette guerre. Propos recueillis par Naomi Mbenza et Koparbola. L'angle diplomatique a déjà montré ses limites. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire que la diplomatie est agissante. La diplomatie est agissante. Il faut aller chez Kagame, il faut les dorloter. Pendant que Kagame vous menace plus de 5 fois. Que d'abord, il viendra ici sans autorisation de qui que ce soit, et il viendra ici, la guerre va commencer au Congo, et il n'a plus foi à vos négociations de Nairobi, il n'a plus foi à toutes ces négociations. Donc il n'y a qu'une seule alternative. Kabila a monté cette armée dans des conditions très très difficiles, sous l'embargo. Alors il faut mettre dans de très bonnes conditions notre armée pour que nous puissions bouter les Rwandais. Il n'y a qu'une seule alternative, c'est la guerre. Faire la guerre contre les Rwandais, faire la guerre contre les Ougandais. Mais curieusement, nous venons de constater qu'on vient encore de proroger pendant 2 mois la coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC. Pendant que l'Ouganda aussi est avec le Rwanda sous une autre forme. Non, il faut nous armer, nous devons faire la guerre et contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Essayer un peu d'améliorer les salaires de militaires, au besoin juste les entretenir de primes. Voyez un peu dans nos camps militaires comment nos militaires vivent dans des conditions vraiment déplorables. Il est temps de mettre vraiment des moyens dans l'armée. Vous savez, juste la paix se prépare, la paix a un prix, la paix passe par une bonne armée, une armée républicaine. Et puis une armée républicaine a un prix. Tous les recours aux procédures diplomatiques ont démontré leurs limites. Pour l'instant, moi je crois qu'il faut prendre des mesures fortes. Premièrement, nous devons d'abord commencer par rompre toute relation diplomatique
avec le Rwanda, rappeler notre ambassadeur et renvoyer l'ambassadeur rwandais. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons rompre tous les accords commerciaux avec le Rwanda. Et enfin, nous devons fermer notre frontière avec la République de Rwanda pour éviter toutes sortes d'infiltrations. Plusieurs réactions enregistrées concernant l'agression de la RDC par le Rwanda. Il est temps que la communauté internationale fasse pression au Rwanda et que les Congolais se mobilisent derrière le FARDC. Cela donnera un résultat plutôt positif à cette agression, a dit Binangi Balinga, autorité traditionnelle Sud-Kivu. Recueilli par Christophe Ilonga. Par rapport à l'agression de notre pays par le Rwanda, nous, en tant qu'autorité traditionnelle, avec des pertes énormes en vie humaine, Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On y reviendra dans notre prochaine édition. On parle de la Cour de cassation qui a ouvert en matière répressive et siégeant en premier et dernier ressort les procès Bouka Ngalonzo auxquels sont impliqués Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, Patrice Kitebi Kibounvoul, directeur général honoraire du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, et Grobler Christo, DG des Africains, mais partenaire au projet Bouka Ngalonzo, Augustin Matata Ponyo étant absent du pays. Ces deux co-accusés ont comparé physiquement pour cette première audience et l'instruction a été renvoyée au 11 juillet prochain. On continue donc dans cette édition pour dire que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a pris part à la validation politique du projet de document de politique foncière nationale. C'était lundi 13-22 au Pullman Hotel. D'autres ministres étaient également de la partie, celui des affaires foncières et celle de la justice et autres. Nous avons Christian Douillet et Véambata dans ce reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a pris part ce lundi 13 mai 2022 à Pullman Hotel à la télé des validations de l'avant-projet des lois modifiant et complétant la loi du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. Organisé par le ministère des Affaires foncières en partenariat avec la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, ces assises avaient pour but de non seulement préparer en amont de projets de loi tout en corrigeant les erreurs constatées dans l'actuelle loi en y intégrant des innovations. La gestion des terres, c'est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit tantôt, pour qu'on parle d'un État, il faut d'abord avoir la terre, la population va s'en suivre, ensuite il y a les pouvoirs. Donc sans la terre, on ne peut pas parler d'un État. Il y a beaucoup de problèmes sur les conflits fonciers, donc nous devons harmoniser entre les droits coutumiers, les droits fonciers, les droits miniers, les codes forestiers, les codes agricoles, tout le reste. Il faut qu'il y ait une harmonisation pour faire bénéficier à notre population de sa terre. L'impact de cette séance de travail, c'est d'abord de préparer en amont le projet de loi, n'est-ce pas? Et c'est là où nous devons corriger. On légifère pour corriger les erreurs et on légifère pour tenir compte de la nouvelle donne. Et lorsqu'on tient compte de la nouvelle donne, on y intègre les innovations. Les experts présents à cet atelier ont formulé quelques recommandations, notamment connaître la gestion des terres en délimitant les forêts de communautés locales en vue de renforcer le droit coutumier. Il faut dire que cet avant-projet de loi devra être présenté au Parlement pour adoption comme nouvelle loi foncière. On reste au ministère de l'Environnement pour dire que Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a regagné Kinshasa le week-end dernier après un bref séjour en Suède, où elle a pris part à la conférence internationale sur l'environnement à Stockholm. Prince Yambéi dans son reportage.
Après Stockholm, en Suède, où elle a pris part à la commémoration du cinquantenaire de la Conférence internationale sur l'environnement sous le thème Stockholm plus 50, une planète saine pour la prospérité de toutes et de tous, notre responsabilité, notre chance. Son Excellence F. Bazaiba, vice-premier ministre de l'Environnement, a fait une évaluation de la participation de la RDC aux travaux de Stockholm. Elle s'est dit satisfaite. La RDC d'abord est très satisfaite. Le gouvernement de l'époque avait mis en place un système pour la protection de l'environnement et le tourisme. Alors, donc nous sommes en train en même temps de fêter notre cinquantenaire programme des Nations Unies pour l'environnement. L'évaluation est que autant nous sommes impliqués, autant nous avons le potentiel qui aujourd'hui se trouve être la solution du monde face aux enjeux du climat, mais nous n'avons pas assez eu d'attention du monde en termes de fonds pour le climat. Et en ce qui concerne l'Afrique dans son ensemble, c'est juste 2% de tous les fonds climat qui étaient dépensés jusqu'à ce jour au programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous en avons profité pour demander plus d'attention à la République démocratique du Congo et à tous les autres bassins comme le bassin de l'Indonésie et le bassin de l'Amazonie qui est en perte de vitesse actuellement. Il faut noter qu'aujourd'hui, 50 ans après la réunion de Stockholm, le monde est confronté à une réelle crise planétaire, à savoir les changements climatiques, la pollution et les déchets, la perte des natures et des biodiversités, ainsi que d'autres maux planétaires qui affectent la prospérité et le bien-être actuel et futur. Une planète malsaine menace la santé humaine, la prospérité, l'égalité et la paix. Retournons en RDC pour dire que le développement de la ville de Zongo était au centre des échanges entre les filles et filles de cette province de la République. Jeunes et vieux, tous, pour la plupart, habitants étaient très heureux de se retrouver ensemble pour l'intérêt de cette province. Mariam Bongo. Les fils et filles de Zongo se sont réunis ici à Kinshasa pour échanger et voir comment réfléchir sur le devenir et le développement de cette province. Coopérative Club Zongo du Sud Ubangi, initiative de Claude Boutouka, habitant l'Australie, est une coopérative sans but lucratif, avec comme rayon d'action la réalisation et des objectifs à couvrir au niveau du Sud Ubangi. Le Grand Équateur en particulier, la ville de Zongo dans la province du Sud Ubangi. C'est de présenter aux ressortissants et à tous les sympathisants de la ville de Zongo, une ville qui se trouve dans la province du Sud Ubangi, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, qu'il existe bel et bien une ville qui est en face d'une capitale d'un pays étranger, Bangui, capitale de la Centrafrique, et cette ville a beaucoup d'atouts qui pourra permettre à ce que notre pays, la RDC, soit miroité au niveau de l'extérieur d'une manière vertigineuse et puis d'une manière resplendissante. Nous avons déjà des actions que nous avons commencé à mener au niveau local, au niveau de Zongo, qui était d'abord de prendre part activement à la cérémonie marquant le cinquantenaire de notre ville, qui était en 2021. Il faut rappeler que Club Zongo, Claude Bokula occupe la présidence. Rodrigue Tangani y est Dirkaba. Blaise Mandemba, secrétaire général. Maître Nicolas Kalongo, conseiller juridique. Bertrand Dimangele, chargé des finances. Madame Denise Villa, consultante. Et le confrère Serge Kabongo, chargé de communication. La particularité de la ville de Zongo est la seule ville de la province du Sud Ubangi qui a des limites géographiques avec une capitale d'un pays africain, la République centrafricaine. À moins de 2 km à partir de Zongo, vous êtes dans le centre-ville Bangui. Et la principale activité est l'agriculture, le commerce, le transport fluvial et terrestre et aussi informel. « 65% de la police universitaire de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont ajouté une plus-value en vue de faire face aux nouveaux défis et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et c'est à travers une formation de remise à niveau assurée durant 2 semaines par le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Clavier Ladiakou, reportage.
Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'est totalement investi pour rendre les agents de la garde universitaire de l'ISP Gombe capables de s'adapter aux nouveaux défis liés à la sécurisation des personnes et de leurs biens. La formation dispensée durant 2 semaines a été d'une haute importance. Nous avons donné comme matière les notions élémentaires de la police, de la garde, du service intérieur, de la discipline ainsi que de l'éthique et de la déontologie. Clôturant la cérémonie, la directrice générale de l'ISP Gombe, professeure Gertrude Ekombe Ekofo, a remercié les autorités de la police nationale congolaise ville de Kinshasa pour cette formation de renforcement des capacités des 65 agents de la police universitaire de l'établissement pilote. C'est vous qui maintenez la sécurité, c'est vous qui entretenez la sécurité et la sécurité est une denrée très précieuse. Sans elle, on ne pourra pas travailler. Sans elle, on ne pourra pas dire que l'ISP est en paix. Et ça repose sur vous. Et je suis contente que vous ayez suivi avec application, que vous ayez suivi attentivement la formation qui vous a été destinée. Maintenant, le comité de gestion et moi, nous tous, nous sommes fiers et nous sommes rassurés. Nous pouvons être tranquilles parce que maintenant, je ne dis pas qu'avant vous n'étiez pas outillés, mais maintenant vous êtes mieux outillés. Tous les 5 membres du comité de gestion ont rehaussé de leur présence cette activité tenue au centre entrepreneurial de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Marie Massangwizani, membre du mouvement de libération du Congo, est allée à la rescousse des habitants du quartier Kalunga. Nous sommes dans la commune de Chelemba, où des tas d'immondices et aussi de la fumée toxique se dégagent. Une évacuation d'urgence a été faite au grand plaisir de la population de ce coin. Mariam Bongo. Ce ravin, grand comme un immeuble de 5 étages, se trouve au quartier Kalunga. Nous sommes dans la commune de Selembao. Juste à côté, un tas d'immondices qui dégagent de la fumée chaque jour, empêchant les habitants de ce coin à bien respirer. Une vie très difficile et compliquée. C'est dans cette optique que Mami Massangwizani, membre active du mouvement de libération du Congo, ainsi que sa fondation, ont décidé d'assainir ce milieu pour apporter du réconfort aux populations de ce coin. Pelle, râteau. Ensemble, elles ont décidé de travailler après le passage du tracteur. Geste Mami Massangwizani. Quelque temps après, presque la totalité des immondices avait disparu, jetés dans le ravin, libérant du coup le passage et aussi les odeurs qui empestaient à cet endroit, très nocif pour la santé. Un grand soulagement pour les populations de ce coin. Mami Massangwizani explique le sens de ce geste. Ma grande surprise, naye kokuta fulu moko ezali awa ezalaki vraiment makasi o ezo permettre biso même pas toleka. Yangwana siko esalaki ke na tuni na batu ya fondation tosoli balobi ke ba vivre boye pendant 20 ans na salite oyo mutu moko aye kopesa bango maboko azalite. Na yango nga na monaki ke na makoki muke nga na za nango. Yango na yaki ke tosala misala awa tozwaki tracteur eye elongoli misala ndenge bomoni awa yango na ifalaki tosala natinda message oyo mbela na bakonzi ya mboka nazotinda mbela na batu oyo baza na makoki oyo baza na mbongo baya kopesa biso maboko mpona toyeba kosunga population oyo ya kote awa bazali na Selembao nzela ezali te mais ata nzela ezali te bato bakoki kovanda na fulu esika moko te. Donc fulu ezo kanga ba porte ya lopango moyo kota na lopango wa mutu ezalite pour la nini fulu matite bwaka maka na lopango na ba porte ya batu po e empêcher libulu wana e pusana na bandaku na bango te yango na basenga kinga mama soko koko sunga biso o meka kolongolela biso salite oyo ba konzila biso mboka bakoyoka mbela oyo. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce lundi 13 juin à Kinshasa, les rapporteurs du canal qui mentionnaient quelques écoles pour se rendre compte de la gestion des enfants albinos à l'école. Sylvie Ndayer. Le monde entier a célébré ce 13 juin 2022 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme.
À Kinshasa, le coordonnateur de la fondation Julio Levotre Kalala, une association qui défend la cause de personnes atteintes d'albinisme. Il a dénoncé une certaine discrimination subie par cette catégorie de personnes. Parmi les multiples problèmes figure l'égalité d'accès de personnes atteintes d'albinisme à l'emploi, à l'éducation. Et le changement climatique reste le plus grand problème. Vous devez le savoir que notre président est l'albinos à la peau noire. Il est né aujourd'hui le 13 juin, la journée mondiale des albinos, pour prouver au monde que M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un albinos à la peau noire. Je m'adresserai à lui et à son gouvernement que l'éducation ne se limite pas à être seulement gratuite, mais qu'elle soit aussi inclusive. Nous avons besoin que ces enfants atteints d'albinisme soient aussi intégrés dans le système scolaire congolais. Patricia, à son tour, a mis un accent sur l'hygiène et l'intégration des enfants albinos dans la société congolaise. Les parents qui ont des enfants albinos devraient, de prime abord, conscientiser leurs enfants, leur donner une prise de conscience. Comme quoi, c'est vrai qu'ils sont différents des autres, mais ils ne sont pas moindres que les autres. Gloire Mandefou a livré ses impressions après cette journée. Les impressions sont bonnes, parce qu'auparavant, l'albinos n'était pas considéré. Auparavant, on n'en parlait même pas. C'était un sujet mythe, mais actuellement, on en parle. Il s'avère plus important pour la République démocratique du Congo de faire participer cette couche de la population au développement du pays. Pour boucler la boucle, une photo de famille a été prise dans le cadre de cette journée. Toujours en rapport avec cette journée, il faut dire que les thèmes qui étaient retenus, c'est accompagnement, promotion et intégration des enfants albinos et de leur mère. Il faut dire que ce thème a été développé par la formation Julio Levotre. Reportage Sylvie Ndaire. Les autorités du complexe scolaire Mapamboli, situé dans la commune de Bandalungwa, déclarent que cette année, dans leur école, il n'y a pas des enfants albinos. Par contre, l'année passée, il y a eu quelques élèves albinos. Pour les autorités de l'école, il faut mettre en place des efforts et des stratégies pour protéger et préserver le droit à la vie, à la dignité et à l'éducation de personnes atteintes d'albinisme, surtout dans des écoles. En tant que des enseignants, des pédagogues, on ne nous a pas dit de séparer les enfants, quel que soit son état de santé, albinos ou l'enfant normal. Tous sont des enfants, sont des élèves et nous on reçoit tout le monde, on ne refuse personne. Donc ce sont des élèves, on les encadre, s'ils sont là, mais à savoir que ce sont des enfants qui attirent l'attention des autres. Alors on essaye de gérer de tels cas et on isole ceux qui viennent les déranger, soit les menacer, sinon ça passe très bien. Ce sont des enfants normaux. On ne peut pas les séparer des autres enfants. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu. Et on ne peut pas montrer que ce sont des êtres qui sont inférieurs à nous. Il n'y a rien de différent. Parce qu'il y a des albinos qui ont émergé. À l'instar du pasteur Walo Mouchenga, il y a aussi le grand boxeur, le grand catcheur qui vient de Nukumba, Texas, qui a émergé, qui nous a quittés malgré il avait ce manque de pigmentation, mais il a émergé parmi les gens. Donc, ce sont des êtres humains comme nous. Donc, on ne peut pas les rejeter dans la société, on doit les accepter tels qu'ils sont. Mais malheureusement, cette année, nous n'avons pas reçu des enfants albinos, mais ce sont des... L'année prochaine, si Dieu fait grâce, et que nous recevons les enfants albinos, nous allons les accueillir et faire montrer aux autres que ce sont des enfants qui peuvent vivre au milieu de nous. Voilà, c'était donc des réactions des autorités de quelques écoles. Du haut de sa fenêtre de la place Saint-Pierre de la basilique de Rome, le pape François s'est exprimé avec regret du report de son voyage en RDC et au Sud-Soudan. Il a humblement fait un mea culpa au peuple congolais soudanais et croit à une rapide reprogrammation de son voyage dans ces deux pays. Voyage, affirme-t-il, auquel il tient particulièrement, suivant l'extrait de son homélie. C'était hier dimanche 12 juin dernier. Cet extrait choisi par Jean Pinjonse. Les nouvelles bienheureuses. Maintenant,
Je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chers, avec grande douleur à cause de mes problèmes aux genoux. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour que, avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. Aujourd'hui, c'est donc là le pape François. Le 13 juin 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, fête ses 59 ans d'âge, que quelqu'un a interrogé ce matin dans le cadre de cette journée commémorant la naissance du président de la République, ont exprimé leur souhait de longévité, santé, travail au président de la RDC. Sylvine Dersaboué. Il est né le 13 juin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette date coïncide avec la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Quelques patriotes interrogés n'ont pas manqué de lui souhaiter bon anniversaire en soulignant que le Tout-Puissant vous protège et qu'il vous accorde encore plus de force pour conduire le pays, la République démocratique du Congo. En tant que citoyen de la République, je souhaite beaucoup de bonnes choses au président de la République. Sachant que dans notre pays, comme on l'a dit en Lingala, en Boka, tout ça est difficile, mais être président, c'est vraiment une très grande responsabilité. Et le président de la République disait que ce n'est pas simplement de l'honneur, mais c'est vraiment une très grande charge. Alors je lui souhaite beaucoup de bonnes choses et lui encourageant de tenir toujours ferme. Et nous sentons qu'il est près de la population. D'emblée, en commençant, je lui souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire pour, je ne sais pas combien d'âge maintenant il a atteint, mais je vous dis qu'il doit veiller sur la gestion de la vie négative. Vous voyez qu'il est encore jeune, mais là, la lourde charge de guider ce pays. Il y a la guerre dans ce pays, il y a même les Congolais qui sont derrière cette guerre-là. En tout cas, je répète, je lui souhaite bon anniversaire et il doit veiller sur la gestion de notre pays. Il puisse aussi surveiller sur nous, qu'il nous compte aussi parmi les tant d'autres hommes de la République. Voilà, joyeux anniversaire donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est sur cette note d'anniversaire que nous bouclons la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe pilotée par Mike Kamwaka, à Mario Ambongo, Laetitia Louvezo, Kouparbola, Tony Binda, ainsi que Joël Pembele, Jean Punjonji. Je vous se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Kanakin Télévision.